Bonjour, Bonjour. commençons par nous présenter. Je suis David Urig, chercheur en histoire de la littérature, spécialiste des années 30, plus particulièrement de Maurice Blanchot. J'ai publié chez Gallimard ces chroniques politiques des années 30, qui vont être bientôt suivies des chroniques littéraires. Et je suis également enseignant à l'université de New York, sur son site parisien de NYU Paris. Alors bonjour David, c'est vrai que nous nous connaissons déjà, mais nous pouvons nous représenter. Je m'appelle Samuel Doc, je suis docteur en psychopathologie, psychologue clinicien et écrivain. Mon dernier livre est sorti en septembre 2019 et il s'agit de Éloge indocile de la psychanalyse, où les concepts de Julia Kristeva occupent une place centrale. Nous allons en parler puisque je la considère comme un mentor et tout à la fois comme une amie. C'est à moi que Julia Kristeva a confié la direction de l'édition des Pulsions du Temps, au gros volume, une somme qui a demandé 18 mois de travail, de septembre 2011 à avril 2013. Alors gros travail pourquoi? Bien sûr, comme tout recueil, rassembler les textes, les annoter, rechercher, faire la recherche bibliographique, mais également un travail d'indexation très important, je vais y revenir à l'instant. Mais d'abord, je veux dire que l'autre partie de ce gros travail était un travail de réécriture. Et c'était intéressant parce que la diversité des textes qui étaient rassemblés, il y a quand même des discours prononcés, notamment devant le pape, par exemple. Il y a des formes plus narratives où elle parle d'elle-même, Mon alphabet, qui ouvre le volume. Il y a des textes beaucoup plus analytiques, beaucoup plus orientés sur l'aspect technique de la psychanalyse. Donc ce travail de réécriture qui a unifié ces différents textes a permis à Julia également de faire des renvois dans l'ensemble de son œuvre et de créer une forme d'arborescence. Et donc l'indexation dont je me suis occupé permet d'entrer dans l'ouvrage et l'ouvrage lui-même renvoie à l'ensemble de l'œuvre. Donc il y a une espèce de double arborescence, si on veut, et ça a été, je dirais, le cœur du travail que nous avons fait ensemble. Voilà. Et toi, je crois que je t'ai rencontré juste après, ou peut-être je me trompe, parce que j'étais tellement encore habité par ce travail. Oui, tout à fait, David. On s'est rencontrés, je crois, en 2014. Alors moi, à cet instant, je travaillais avec Marie-France Castarède, qui est psychanalyste et professeure de psychopathologie, sur un livre qui s'appelle « Le nouveau choc des générations ». Alors à cette époque, comme beaucoup d'analystes, et c'est toujours le cas aujourd'hui, Marie-France Castarède ne jurait que par Julia Kristeva, qu'elle faisait véritablement vivre dans notre dialogue, puisque c'est un essai à deux voix, un véritable dialogue, encore une fois, j'insiste sur ce terme qui va prendre une grande importance dans mon travail avec Julia Kristeva. Et elle m'a enjoint à aller la rencontrer lors d'une présentation de son ouvrage Pulsions du temps, qu'elle présentait dans une librairie. J'y suis allé et j'ai été véritablement séduit, emporté, submergé tout à la fois par le contenu de la présentation de Julia Kristeva, c'est-à-dire cette capacité qu'elle a à abolir les frontières entre les disciplines, entre la littérature, le politique, mais aussi par sa présence. J'ai beaucoup parlé de ce regard qu'elle peut avoir, ce regard véritablement physique qui transperce les choses. J'ai acheté son livre, Pulsions du temps, et je tenais à l'époque une tribune au Huffington Post. J'ai rédigé un petit texte dans lequel je partageais mes impressions sur son travail. Et quelques temps plus tard, j'ai reçu une proposition qui était de l'accompagner dans ses mémoires, sous la forme d'un dialogue, bien sûr en écho peut-être à ce travail avec Marie-France Castarède. Et alors que j'étais, à cette époque, je le reconnais, peu connaisseur du travail de Julia Kristeva, j'ai accepté, parce que j'avais beaucoup aimé Pulsions du temps, mais aussi parce qu'il y avait eu cet impact incroyable de sa présence sur moi. Et nous avons commencé à travailler, je me suis rendu chez elle plusieurs fois par mois, parce que nous fonctionnions avec des enregistrements, où elle me racontait son enfance en Bulgarie, son arrivée à Paris, les livres qu'elle a écrits et la genèse affective de ces ouvrages-là. Et c'était véritablement des moments formidable, dense, consistant, plein. J'étais
profondément, puissamment à ses côtés. Alors ce qui est assez singulier, c'est qu'elle a, j'entends ça dans ton propos, c'est que elle a souhaité que nous retravaillions les différents entretiens. Et il y a eu tout ce travail de réécriture, ce travail de réaménagement du texte. Ce qui pose certaines questions, je pense, et c'est bien pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui, sur cette question du dialogue entre identité, personnalité, œuvre, histoire, ce que nous on appellerait l'anamnèse, et cette production textuelle. Moi, je fais le lien avec le travail qu'elle a réalisé en psychanalyse pour réhabiliter la notion de contre-transfert. C'est vrai qu'en France, Jacques Lacan, elle l'a bien connu, a beaucoup critiqué la notion de contre-transfert, c'est-à-dire ce qu'éprouve un analyste pour son patient et ce qu'il lui renvoie. Pour Lacan, il n'y a que du transfert. Julia Kristeva a réhabilité ce contre-transfert avec beaucoup de finesse en disant que la séance d'un analyste avec son patient, ce n'est pas une intersubjectivité, c'est une construction, c'est une élaboration de l'un des deux qu'il va retransmettre à l'autre. Et c'est ce qui se joue, je crois, dans son œuvre littéraire aussi. Elle est authentique dans ce retravail, dans cette réélaboration imaginaire de son œuvre. Et c'est, je crois, ce qui nous interroge aujourd'hui, ce qui nous questionne, et c'est aussi ce qui nous fascine. Elle est authentique, véritablement, puissamment, en retravaillant son dit. Oui, c'est intéressant ce que tu dis sur ce déplacement de l'intersubjectivité vers l'intertextualité. Comme je disais, effectivement, je l'ai vu dans la réécriture des textes pour faire l'unité de pulsion du temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une notion qui est présente chez Julia Kristeva à un moment où l'œuvre n'est même pas encore une œuvre. Au tout début, au milieu des années 60, avec le groupe tel quel, dans le bouillonnement de ce réseau de sociabilité qui est une revue et un groupe littéraire. Et c'est intéressant parce que je pense qu'elle a accompagné la mise en œuvre finalement du travail de Julia. Et personnellement, je me souviens d'avoir sué sur l'un des premiers textes publiés de Kristeva, pas le premier, mais disons qui utilise des textes qui avaient été écrits avant. Le texte du roman sur Jehan de Saintré, une analyse narratologique très pointue. Et le sous-titre de ce livre, si je me souviens bien, c'est « Approche sémiologique d'une structure transformationnelle ». Alors c'est tout un programme, évidemment, une structure transformationnelle, mais en fait, aujourd'hui, on peut dire clairement que Julia a touché avec cette notion un point sensible de l'élaboration d'une œuvre, puisqu'on a, si on veut, la vérité par le fait, en fait. Hein. Voilà. Et alors, pour moi, ce matériau brut-là a été comme une entrée, on va dire, non pas en littérature, mais dans les études littéraires. Et d'une certaine manière, ça m'a donné l'élément clé, je pense, de la littérature, enfin en tout cas l'élément clé qui place la littérature au centre de toute économie de langage. Et cet élément clé, pour le dire, disons simplement, c'est le pacte secret entre l'amour et le langage. Si je n'ai pas nécessairement été, moi, attiré spontanément vers la psychanalyse, parce qu'on dit pacte secret entre l'amour et le langage, tout de suite, on se dit « Ah, alors c'est quoi? C'est ce code ?» C'est pas nécessairement le code de la psychanalyse, mais en revanche, ça introduit à quelque chose qui concerne la linguistique, la littérature, la psychanalyse, et c'est exactement autour de cette notion-là que s'est construite l'interdisciplinarité à Paris 7, à l'époque Paris Diderot, qui fait maintenant partie de l'Université de Paris, évidemment. Et cette intertextualité qui a créé la possibilité de cette interdisciplinarité au sein de l'université, on l'a retrouvée dans tous les domaines à l'université. Et c'était pas un vain mot. Et donc j'ai été impliqué vers la psychanalyse. J'ai été amené à m'y intéresser, je dirais, d'une manière littéraire, forcément,
mais cette implication induisait un croisement des disciplines. Et je me souviens en plus que le centre Roland Barthes donnait des conférences absolument fabuleuses, invitait des spécialistes qui paraissent peut-être éloignés des humanités, ce qu'on appelle plutôt des humanités aux États-Unis en tout cas, comme la médecine. Je me souviens d'une conférence de Jean-Claude Amezen, absolument extraordinaire. C'est un conteur fabuleux, en plus d'être un grand spécialiste d'immunologie. Et donc, il y avait cette vraie interdisciplinarité. Et je l'ai retrouvée également dans les cours de Julia. Je me souviens, c'était en 1995, elle donnait son cours sur sens et non-sens de la révolte. Ce cours, en fait, est une approche de l'histoire et de la société française, mais à travers le prisme de la littérature et l'outil de la psychanalyse. Et aujourd'hui, où je travaille maintenant, je prépare le volume chez Gallimard des chroniques littéraires des années 30 de Blanchot. Je suis au cœur de ça, vers ce point sensible qu'est la vie de Blanchot, autour de ses premiers textes. Alors, oui, tu abordes des notions qui sont absolument fondamentales quand on se penche sur l'œuvre de Julia Kristeva, la notion de langage, la notion d'interdisciplinarité. Moi, j'ai une charge de cours à l'Université de Paris, où effectivement Julia Kristeva a enseigné pendant longtemps. Et à l'Université de Paris, le concept d'interdisciplinarité n'est jamais un prétexte. Ça peut l'être parfois pour dire par exemple en psychanalyse que nous tenons compte du monde social, extérieur à l'inconscient et au sujet singulier. Ça peut être aussi, ça peut apparaître dans une quête de légitimation scientifique. Chez Julia Kristeva et à Paris, à l'Université de Paris, l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, c'est une façon de débusquer les idéologies. Et ça, je crois que c'est très important puisque tu as parlé de révolte. Et la révolte, chez Julia Kristeva, il me semble qu'elle naît d'abord de ce mouvement vers la théorie, vers le concept, et qui va s'attacher à l'historiciser. Donc ça, c'est une première chose que je trouve extrêmement importante quand on parle de Julia Kristeva. Et c'est encore une fois cette traversée des frontières entre les disciplines. Moi-même, dans mon travail sur le fétichisme, j'ai pris exemple sur Julia Kristeva. Je n'ai pas hésité à faire dialoguer l'anthropologie, la sociologie, les pratiques artistiques. Et c'est ce que fait Julia Kristeva tout au long de son œuvre. Bien sûr, cette traversée des frontières, elle se fait aussi, et tu l'as évoqué, à travers le langage. Julia Kristeva n'a eu de cesse de réfléchir à ce dialogue, à cette traversée des frontières entre la corporéité et le sens. Et c'est comme ça qu'elle fait, pour ce qui nous intéresse, nous, en psychanalyse, son retour à Freud, c'est-à-dire en débusquant cet instant où, dans l'impensable corporel, il y a du sens. Elle a cette formule qui est très puissante. Elle dit que le sacré apparaît à la frontière du somatique et du linguistique. Donc, bien sûr, je suis très sensible à ces propos que tu portes aujourd'hui quand tu retraces ton histoire avec Julia Kristeva. C'est drôle parce que quand j'ai rencontré Julia Kristeva il y a 25 ans, elle était pour moi une figure médiatique et par là un petit peu suspecte, si on veut. En tout cas, à l'opposé de ce qui, moi, m'intéressait chez Maurice Blanchot, une figure de retrait, de l'invisibilité, du secret, de la littérature. Et au moment où je suis rentré dans son bureau, cette image n'a pas disparu, mais a été suspendue. Elle a été laissée en suspens, comme neutralisée. Et cette neutralisation de cette image médiatique que j'avais d'elle a justement permis, comme par un dédoublement entre un personnage et une personne, d'aller complètement dans la rencontre, d'être complètement d'emblée dans le rapport direct, le partage d'une réflexion sur ce qui nous occupait, à savoir les recherches que je menais sur Blanchot déjà à l'époque. Et je pense qu'effectivement, cette grande proximité dans nos échanges a été, d'une certaine manière, permise par le fait que restait à distance cette figure, ce personnage, était toujours
une possibilité, mais tenue à distance. Et jusqu'à aujourd'hui, je garde une certaine hauteur dans notre relation avec elle. Nous avons dans cette relation une hauteur. Je pense que c'est dû à ça. Mhm. Je pense que cette question, elle est importante aussi, cette question des médias que tu abordes, parce que c'est vrai que Julia Kristeva est une figure médiatique. Et pourquoi je dis qu'elle est importante, c'est qu'en psychanalyse, les médias font un petit peu peur. Les psychanalystes, en règle générale, les évitent, je crois. Alors parfois pour éviter de tomber dans les affres d'une sorte de pensée mainstream, proche du développement personnel ou du coaching. Enfin, il y a cette menace de diluer un petit peu la discipline en communiquant dans les médias, en utilisant cet objet. Et pourtant, Julia Kristeva y parvient. Elle parvient à porter une voix qui s'adresse à tous sans galvauder l'héritage de nos concepts psychanalytiques. Elle renvoie à cette idée d'une psychopathologie de la vie quotidienne. Elle montre que la psychanalyse s'adresse à tous, à tout le monde. Et ça, je crois que c'est cette volonté de démocratiser la psychanalyse, je pense que c'est très important. Sur cette notion de personne, cette notion de personnage, moi, spontanément, je pense à ces moments où nous prenions ensemble ces petits déjeuners, où je faisais des entretiens avec elle. Elle raconte dans Je me voyage que quand elle était petite, elle montait dans l'arbre du jardin familial et qu'elle mangeait des fruits en lisant Victor Hugo, Balzac, les auteurs français, les auteurs qui ont le plus compté pour elle quand elle était enfant. Et je crois que j'ai vécu un petit peu la même chose avec elle, cette transmission, cette délicatesse, ce moment suspendu. Elle parlait, alors je buvais mon thé, je buvais ses paroles, je me voyageais, puisque la grande force de Julia Kristeva, elle nous invite à nous voyager, à nous penser, à nous élaborer. Et c'est pour ça que, même si aujourd'hui, elle utilise, elle le dit, elle utilise les figures fictionnelles de certains personnages, de Proust, de Colette, avec ses patients, et elle utilise au contraire les psychanalystes, Freud, Mélanie Klein, en littérature. Malgré tout, il y a cette possibilité d'être soi, d'être un, malgré ce jeu constant, ou peut-être plutôt grâce à ce jeu constant entre personnages, personnalités, littéraires, psychanalyse. Là encore, je pense que ça fait écho à cette transition entre le sens et le corporel, parce qu'elle nous l'apprend. Le sens est un mouvement. Ce n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas un bloc que l'on pose pour combler un manque. C'est une orientation, c'est une direction, on se pense, on se voyage, et on ne peut être finalement que des personnages. Je terminerai ce petit propos là-dessus. Elle dit dans le livre, finalement, je suis comme une rivière sur laquelle on ne peut pas coller de timbre. Et je crois en fait quand elle dit ça, elle nous invite à nous rendre compte que nous sommes tous cette rivière-là. Oui, c'est d'ailleurs quand je lis cette biographie que tu as écrite avec Julia, c'est exactement une expérience intime que j'éprouve aussi, puisque tu as suivi la chronologie d'une intimité dans l'œuvre, et j'ai suivi dans ma lecture de l'œuvre une chronologie intime également dans ma découverte de cette œuvre. Et j'ai retrouvé dans Je me voyage ce discours qui est un peu mien à ma manière. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas étonnant pour quelqu'un qui écrit de la manière de Kristeva et qui utilise des notions comme par exemple le dialogisme de Bakhtin, parce que ces notions, en fait, sont des concepts. Et en tant que concepts, elles sont absorbées par la démarche qu'elles permettent. Et par exemple, je peux prendre l'exemple d'un texte, cette fois-ci très théorique, Une autre somme, La révolution du langage poétique, 74 je crois, qui prend un poème qui est réputé pour être le plus abstrait de la littérature française, ou l'un des plus abstraits de la littérature française, Le coup de dé de Stéphane Mallarmé. Elle fait une compréhension littéraire du poème, mais à travers une analyse psycholinguistique des sonorités qui nous amène à une approche sensible du texte. Et pourtant, malgré cela, elle autorise la contradiction.
Elle nous dit, elle a cette phrase extrêmement forte, elle nous dit « Celui qui ne se révolte pas est mort psychiquement ». Et alors même que je faisais ce travail avec elle pour l'accompagner dans ses mémoires, parfois, bien sûr, je posais des questions. Je suis clinicien moi-même, j'ai beaucoup travaillé avec les adolescents et je m'interrogeais, je l'interrogeais en lui disant « Mais Julia, est-ce que vous êtes sûre que, voilà, de cette idée-là est-ce que... » Et elle m'invitait à développer ma propre pensée, ma propre singularité. Comme elle l'a fait beaucoup avec ses étudiants. Elle leur disait, moi je ne souhaite pas que vous reproduisiez ma théorie, je souhaite que vous vous en empariez comme un solfège et que vous jouiez votre propre musique. Et ça, je trouve que c'est d'une immense force et d'une très grande humilité. Moi-même, dans mes recherches autour du fétichisme, encore une fois, ma thèse porte sur le fétichisme, j'ai eu énormément recours au concept de reliance de Julia Kristeva, mais que j'ai complètement repensé, réaménagé. Julia Kristeva parle de la reliance, notamment dans l'expérience poétique. J'en parle dans une expérience sexuelle. Et je crois que ça, c'est très fort. Je ne sais pas ce que tu en penses de cette possibilité de dire autrement qu'elle, avec elle, à ses côtés, si c'est quelque chose qui fait écho en toi. Oh ben j'ai un souvenir extraordinaire, justement, tu parles de cours, oui. Euh, elle- En fait, c'était un petit séminaire de psychanalyse. euh, et Julia parlait d'un patient qui était complètement prisonnier de l'abjection que lui inspirait sa mère. Et puis, elle nous rend compte de la haine qu'il exprimait, et notamment qu'il jetait à la face de sa psychanalyste, Julia Kristeva, et tout d'un coup, en utilisant les mots textuellement qu'il lui avait dit, qu'il avait proférés. Et c'était si fort, si intense, que l'assistance a été étonnée, surprise, peut-être s'est réveillée simplement. En tout cas, il y a un rire a parcouru l'assemblée. Et Julia s'est arrêtée de parler et elle a dit oui, on peut en rire. On peut aussi en pleurer. Mhm. Et ça a été en soi une magnifique leçon, si on veut, mais je dirais de gravité, en l'occurrence, que l'on peut interpréter d'une manière morale, bien sûr, mais je pense que, en fait, il y a autre chose là-dedans, parce qu'il y a quelque chose d'heuristique, quelque chose qui permet de chercher, de découvrir autre chose que ce qui apparaît a priori dans une société, à travers l'éveil à la souffrance que nous portons en nous, mais également à la souffrance d'autrui. Et ça, cet aspect-là qu'elle développe d'ailleurs sous ce terme de souffrance, pour l'élargir à la société française, à la culture française, en fait, jusqu'à aujourd'hui, elle est là, elle me porte également. Elle a éveillé mon attention à des aspects de mon propre pays, qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs ceux que Julia Kristeva elle-même désigne. Et je pense que c'est ça, il y a là quelque chose qui est de l'ordre de l'éveil, sur l'attention portée à l'autre, qui requiert notre perception sensible, en somme. Mhm. Alors, bien sûr, la morale n'a que très peu de place dans l'œuvre de Julia Kristeva. Elle a cette phrase, encore une fois, je vais le dire, extrêmement puissante. Elle dit « Au commencement était la haine », et que l'amour, le cheminement vers l'altérité, naît d'une perlaboration, d'une réflexion. Alors, on voit bien que ce qui compte pour elle, avant tout, c'est cette authenticité, encore une fois, de la pensée. Ce qui explique peut-être dans cette anecdote qu'elle a pu s'opposer comme ça et dire oui, on peut en rire et on peut peut-être en pleurer. Moi-même, je suis sensible à une thématique contemporaine qui est celle des violences policières, puisque en France, c'est devenu un sujet tristement d'actualité depuis, je dirais, 3 ans, mais probablement avant.
Et quand je pense à cette actualité, à la nécessaire refondation de l'IGPN, qui est l'organisme chargé de surveiller les violences policières, je pense à ce travail d'abjection, autour de l'abjection qu'a réalisé Julia Kristeva, ce pouvoir de l'horreur qui tout à coup nous fascine et nous effraie en même temps. Et encore une fois, même si Julia Kristeva ne parle pas du tout des violences policières, ce n'est pas son sujet, malgré tout, on trouve un refuge et on trouve des instruments pour penser, dans le travail de Julia Kristeva, cette actualité. Et c'est pour ça, je crois, que les concepts que nous transmet Julia Kristeva sont absolument éternels, en réalité. Oui, en fait, ce n'est pas une pensée abstraite. Je crois tout simplement, Julia Kristeva, elle pense toujours à partir des autres, vers les autres, donc vers un présent. Euh, et, euh, et je pense que c'est ça le plus important, du stade le plus élémentaire de l'enfant jusqu'à la pensée la plus accomplie. Et ce qui porte la pensée, c'est les autres. Il n'y a pas la pensée d'abord et les autres ensuite. Je dirais, ça va ensemble. Et c'est d'ailleurs, je pense, toute la différence qu'il y a avec un auteur comme Blanchot. Je me souviens que Blanchot fait cette remarque dans ses notes que j'ai consultées à la Weiner Library, que d'après lui, en lisant Semiotiquet, il remarque que Julia appelle regrettablement dialogisme l'élément de langage qu'elle interroge. Mais en fait, comme on l'a dit, le dialogisme, il est là dès le départ de l'œuvre, et c'est ce qui porte cette œuvre, et c'est ce qui, je dirais, l'épanouit vers les autres. Et Julia, quand je lui en ai parlé, elle était ravie, parce que quand Semiotiquet apparu en 1969, c'était la même, en même temps que l'entretien infini de Blanchot. Et évidemment, on a rapproché les deux œuvres. Mais je pense qu'aujourd'hui, et pour l'avenir, pour ce qu'il reste des études à faire sur Kristeva, cette différence-là est très importante entre l'entretien infini de Blanchot et le dialogisme chez Julia. C'est la nature de ce qu'il nous est donné de partager encore et encore dans le dialogue qui nous occupe. Oui, c'est comme ça qu'on est vivant, je crois, dans la pensée de Julia Kristeva. C'est en dialoguant, c'est en faisant ce travail de cheminement vers l'altérité. En tout cas, moi, parfois, j'ai le sentiment d'être, malgré moi, presque le porte-étendard de cette pensée de Julia Kristeva, parce que je la vis, hein, je la sens dans ma pratique avec les patients. Elle est là, dans ma pratique littéraire. Et ce que j'éprouve pour elle, qui a justement beaucoup écrit sur Mélanie Klein, c'est une immense gratitude, parce qu'elle a participé à ma construction identitaire, à mon identité d'écrivain, à mon identité de psychanalyste. Mais je pense qu'elle a participé à la construction de beaucoup d'auteurs. J'ose le faire sans lui en avoir parlé, mais je lisais le livre de Sarah Chiche, Les Enténébrés, où Sarah Chiche raconte qu'elle est un carrefour. Alors je pense à Julia Kristeva qui dit « Je suis un monstre de carrefour ». Et Sarah Chiche dit « Je suis constitué entre de multiples entités, de multiples fragments, dont je ne figure pas le centre, ni préférentiellement, pas forcément l'un, pas forcément l'autre. » Donc Julia Kristeva se retrouve sous la plume de beaucoup d'auteurs. Son regard nous accompagne. Et je crois que c'est un héritage formidable qu'elle nous lègue. En ayant eu cette recherche sur le personnage qu'elle est, cette étrangeté à elle-même aussi, elle nous a donné l'opportunité d'être un petit peu plus nous-mêmes. Ce qu'elle fait en tant qu'analyste et ce qu'elle fait en tant qu'écrivain dans ses romans. Merci beaucoup Samuel, c'était un plaisir. Merci David, c'était très agréable de te retrouver et de parler de notre chère Julia Kristeva. Qui nous occupe tant.